dyslexie, dyscalculie, dysorthographie ou encore dyspraxie. Les troubles 10, aussi appelés troubles des apprentissages, sont connus pour affecter la scolarité ainsi que la vie quotidienne de certains enfants, car ces troubles provoquent des altérations plus ou moins graves des fonctions cognitives du cerveau qui impactent le langage, la lecture, le calcul, l'écriture ou bien l'attention des personnes concernées. Alors, pour faire face à ce problème, à la fois d'éducation et de santé publique, des solutions sont progressivement mises en place pour permettre aux individus touchés d'améliorer et de compenser leurs fonctions déficientes. Mais à l'heure où l'on met en lumière les conséquences néfastes d'une surexposition aux écrans sur la santé des enfants, des dispositifs médicaux sont inventés sous forme d'applis pour venir en aide aux jeunes personnes 10. Cette semaine, dans Futura Innovation, Thibaut Caudron reçoit Élodie Bernard, responsable des relations extérieures de Poppins, pour parler des bienfaits que peuvent avoir la technologie sur la santé des plus petits. Bonjour Élodie. Bonjour Thibaut. Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie ou encore dyspraxie, les troubles 10 concernent 1,3 million d'enfants de 5 à 15 ans en France, à tel point qu'une stratégie nationale a été élaborée. Comment vous les accompagnez avec votre application ? L'application Poppins, déjà c'est un dispositif médical qui a pour vocation d'être un relais à domicile à la rééducation orthophonique. L'objectif, c'est vraiment de venir soit en amont d'une prise en charge quand un enfant est en attente d'un rendez-vous chez l'orthophoniste, soit en complément, puisque quand on voit une orthophoniste 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est bien, mais c'est encore en deçà des recommandations de bonne pratique en orthophonie qui conseillent 3 à 5 séances d'exercice par semaine. Donc on a besoin de venir proposer des outils complémentaires pour augmenter la densité thérapeutique. Donc voilà ce qu'on propose comme accompagnement, un jeu vidéo que l'enfant va utiliser 20 minutes par jour à la maison pour faire des jeux de langage, des jeux de musique, s'amuser et en même temps s'entraîner pour améliorer sa lecture. Alors qu'est-ce qu'on y trouve précisément et en quoi ça répond à des besoins justement thérapeutiques ? On y trouve 2 sortes de jeux. Il y a des mini-jeux de langage qui vont faire appel à des compétences type compter les syllabes, discriminer les sons, etc. On va vraiment apprendre à discriminer les sons dans la parole, ce qu'on fait quand on a besoin de lire, et des jeux de musique. Les jeux de musique sont basés sur la recherche scientifique qui a mis en évidence le lien entre musique et langage. En fait, quand on lit, quand on écrit, on fait appel à des zones du cerveau qui sont communes à celles qu'on sollicite quand on fait de la musique. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller muscler en fait les connexions du cerveau, ce qu'on appelle le faisceau arqué, aller renforcer ce faisceau arqué, qui est une voie de connexion entre les zones du cerveau qui ont besoin de communiquer entre elles quand on lit. Et on s'est rendu compte, au fil de différentes études, que le faisceau arqué des musiciens étant plus développé que la moyenne, il y avait probablement quelque chose à faire avec la musique pour améliorer ces connexions et donc aider les enfants à mieux lire. Comment là, la technologie peut être un atout certain dans ce projet thérapeutique ? L'idée de la technologie, alors il apporte plusieurs choses. Déjà, on peut donner accès à cet outil à toutes les familles en France, en métropole et également dans les dom-toms, sans problème d'accès physique, géographique aux professionnels de santé sur le territoire. Également, l'avantage du format jeu vidéo, ça va être de motiver l'enfant. On s'adresse à des enfants en priorité de 7 à 11 ans. On aura beau proposer l'outil le plus perfectionné possible, si l'enfant ne l'utilise pas, ça servira à rien. Donc l'idée vraiment, en passant par le jeu vidéo, c'est de l'engager, c'est de le motiver. Évidemment, on a une thérapie par la musique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des partenariats avec des majors pour mettre des musiques que les enfants connaissent. Alors, on a des partenariats avec Disney, avec Sony, avec Warner. Donc, c'est assez sympa parce que les enfants et même les parents trouvent amusant d'avoir des musiques actuelles. On a tous les dispositifs motivationnels qu'on peut trouver dans un jeu vidéo. L'enfant, on va tout le temps l'encourager, on va le féliciter pour ses progrès. Il a un avatar qui va pouvoir habiller avec des accessoires qu'il va débloquer au fur et à mesure. Donc il y a vraiment tout cet aspect ludique qui a vraiment pour vocation de motiver l'enfant et de l'engager dans son parcours thérapeutique. Et ensuite, on a vraiment les mini-jeux, donc les jeux de langage, les jeux de musique, comme on en parlait juste avant, qui sont les moments où il va vraiment s'entraîner, entraîner son cerveau. Et on va sans arrêt le féliciter pour ses progrès. Il faut savoir qu'on s'adresse à des enfants qui, en général, ont des gros problèmes d'estime d'eux-mêmes, qui ont des difficultés à l'école, etc. Donc, il est très important de travailler aussi l'estime d'eux-mêmes. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec le jeu. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux critiques sur l'usage des écrans ? Parce que finalement, on remet un enfant derrière un écran, sur le fait que l'usage des écrans peut être nocif pour le développement des enfants. Oui, c'est tout à fait normal que les enfants ou même les professionnels de santé s'inquiètent du fait qu'on propose un outil basé sur les écrans. Il est évident que l'utilisation des écrans, d'après toutes les recommandations, avant 3 ans, c'est 0. Entre 3 et 6 ans,
Ça peut commencer de manière assez contrôlée en termes déjà de nature de contenu. Il faut que ce soit évidemment adapté à l'enfant, en termes de durée par jour, etc. Là, nous, on s'adresse à des enfants qui ont plus de 6-7 ans. Donc déjà, en termes de recommandations de nombre d'heures d'utilisation d'écran par jour ou par semaine, ça commence à être un petit peu plus souple. Et ensuite, on va vraiment proposer un outil qui est adapté à l'enfant, qui a une vocation vraiment thérapeutique. Donc l'objectif est vraiment d'avoir des entraînements qui soient courts, parce qu'on l'a pas encore dit, mais le jeu se bloque après 20 minutes. Donc de toute façon, l'enfant ne pourra pas jouer plus de 20 minutes par jour. Donc là, on est bien en dessous du nombre d'heures d'écran préconisé pour les enfants de cet âge-là. Donc on va utiliser une petite partie du quota à des fins vraiment thérapeutiques. Et ensuite, évidemment, c'est interactif, donc l'enfant n'est pas passif, c'est un outil avec des contenus qui sont vraiment construits pour l'enfant. Donc voilà, on utilise une partie du temps d'écran pour quelque chose d'utile à l'enfant et qui vient aussi aider les familles à atteindre cet objectif de 5 entraînements par semaine, qui est en fait voilà ce qui est recommandé dans les recommandations de bonne pratique en orthophonie. On essaie de se mettre à la croisée des recommandations d'utilisation des écrans, des recommandations des orthophonistes. On comprend bien tous les bénéfices, mais quelle place accorder à l'humain justement dans ce processus qui est indispensable? C'est intéressant qu'on en parle parce que c'est vrai qu'on parle énormément de l'outil, de la science qu'il y a derrière cet outil et puis de l'aspect technologique évidemment parce que c'est au cœur de notre produit et de ce que l'on développe. Maintenant ce que les gens savent parfois un peu moins, c'est qu'en plus de la mise à disposition de l'outil, ce que l'on propose aussi, c'est un accompagnement humain justement chez Poppins, c'est-à-dire que toutes les familles qui s'inscrivent chez Poppins ont aussi la possibilité d'avoir un suivi téléphonique régulier. C'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment à la demande. Mais notre ambition, c'est de pouvoir aussi accompagner les familles dans l'utilisation de l'outil, répondre à leurs questions, lever les freins, les aider à mettre en place un rituel aussi, parce que c'est pas toujours facile de se dire, bon, maintenant, on va jouer à Poppins 3 fois par semaine, 5 fois par semaine quand on ne le faisait pas du tout, même si les enfants trouvent ça assez sympa d'avoir quelque chose de nouveau. Voilà, il faut quand même trouver le temps avec les devoirs, avec les rendez-vous chez l'orthophoniste, les activités extrascolaires. Donc, on les aide aussi à mettre en place ce rituel et on répond à leurs questions. À quoi sert ce jeu? Pourquoi là, il a répondu ça et ça a pas marché, etc. Donc on les accompagne vraiment dans leur parcours. Et l'autre aspect aussi humain dans l'accompagnement qu'on propose, c'est aussi qu'on a créé une communauté de parents. Donc ça, cette communauté de parents, à l'origine, elle était dédiée aux personnes qui utilisaient Poppins. Maintenant, elle est ouverte à toutes les familles. Toutes les familles qui ont des enfants avec des troubles 10 peuvent s'inscrire à cette communauté. Ça s'appelle le Club Poppins. Et c'est une communauté qu'on a créée en partenariat avec la Fédération française des 10 et avec la MAE. Avec pour ambition, premièrement, d'aider les familles à sortir de l'isolement, de pouvoir parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose, de pouvoir aussi avoir accès à des professionnels qui peuvent les aider. Donc, il y a une orthophoniste, par exemple, qui est complètement dédiée au club, alors qui va pas faire de consultation, mais qui peut faire de la guidance parentale, qui peut accompagner les parents dans leur parcours, leur donner des petits conseils personnalisés, de choses à mettre en place au quotidien. Et puis, on va aussi leur proposer des ressources, des outils qui sont triés, qui sont filtrés. Parce que on sait que les familles, lorsqu'elles s'informent sur les troubles de leur enfant, la première source d'information, c'est Internet. Mais bon, Internet, c'est assez large. On trouve de tout sur Internet. Il y a des choses très sérieuses, il y a des choses qui le sont moins. Il y a des choses qui sont pertinentes pour certaines personnes, mais pas forcément pour toutes. Et c'est pas forcément évident de faire le tri pour les parents. Donc, dans ce Club Poppins, on a un certain nombre de ressources et d'outils qui sont triés, qui sont expliqués, qui sont un petit peu fléchés, où on va encore une fois accompagner les familles à leur utilisation. Et donc, ces ressources, ça nous tient vraiment à cœur avec la Fédération française des 10 et avec la MAE, qu'elles soient dans un endroit qui soit vraiment comme un cocon pour les parents. On veut que ce soit un espace sûr. On veut lutter aussi contre la désinformation médicale avec ce lieu, parce qu'on sait que voilà, c'est pas évident de faire le tri, donc on essaye d'accompagner les familles sur tous ces volets de leur parcours. Et le dernier volet, qui est encore un prolongement de ce Club Poppins, c'est un podcast. Donc nous aussi, on a un podcast qui s'appelle D comme 10. Et l'objectif de ce podcast, qui est aussi évidemment ouvert à tous et disponible sur toutes les plateformes, c'est de pouvoir donner la parole à des experts, de pouvoir informer les parents, les ouvrir un petit peu à ce monde des troubles 10 qu'ils découvrent parfois en même temps que les troubles de leur enfant. Alors justement, les applis qui soi-disant bénéfiques pour l'éducation, pour la santé, ça foisonne actuellement, il y en a partout dans tous les stores. Comment on réussit à faire le tri? Comment vous arrivez à vous sortir de ce lot-là et d'avoir une légitimité sur le sujet? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications éducatives, il y a aussi beaucoup d'outils de contournement, d'accompagnement, etc. Là où on va se distinguer, c'est que déjà, nous, on ne se situe pas dans l'éducatif, on est vraiment dans le domaine médical. Poppins, avant d'être un jeu vidéo, c'est un dispositif médical qui porte le marquage CE. Donc voilà, en fait, ça fait partie d'un environnement réglementaire assez précis et c'est issu de recherches scientifiques.
On a fait plusieurs études avant d'arriver à cet outil tel qu'il existe aujourd'hui. On continue évidemment les études et notamment, on a fait une grande étude contrôlée, randomisée, en double aveugle, contre placebo. Donc tous ces termes, c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre pour un médicament ou pour un vaccin, pas forcément pour un jeu vidéo. C'est vrai que c'est assez rare, mais c'était important pour nous de vraiment montrer qu'il y a de la science derrière tout ça, que c'est pas un jeu vidéo lambda. Et en fait, les résultats de cette étude clinique qui sont en cours de publication dans une revue, révisée par les pairs, etc., ces résultats sont très encourageants parce qu'ils montrent que les enfants qui utilisent les jeux, notamment musicaux qui sont dans l'application, progressent plus que les autres en lecture, en rapidité de lecture, en précision de lecture, et qu'ils progressent aussi dans leurs compétences phonologiques. Donc là, on commence à avoir vraiment des résultats très très encourageants sur le fait que utiliser cet outil peut vraiment avoir un impact positif sur les capacités de lecture des enfants. Donc vous voyez, on n'est pas dans une méthode éducative d'apprentissage de la lecture, il y en a qui sont très bien. Là, on est vraiment sur un outil qui a pour vocation d'aider les enfants à améliorer leur performance de lecture. Et comme je disais, on est vraiment sur le domaine de la santé. Et ça, pour le coup, vous me demandez comment on se démarque de ces outils-là. Mais finalement, on se démarque comme ça parce qu'il y en a assez peu des outils de ce type-là, vraiment dans le domaine de la santé, avec des preuves cliniques vraiment de ces niveaux de standard. Dernière petite précision, l'application est payante. Est-ce que c'est pas un peu discriminant pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens? C'est une question qu'on s'est posée, effectivement. Il est vrai que l'application est payante parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle est issue de la recherche clinique. On a aussi un environnement réglementaire extrêmement contraignant et forcément, ça coûte énormément d'argent. On a mis beaucoup de temps avant de mettre l'application à disposition des familles en direct et en demandant aux familles de payer parce qu'on a vraiment une dimension sociale très importante aussi chez Poppins et on a conscience des grandes inégalités financières que subissent les familles. Même des familles qui ont des niveaux de revenus plutôt moyens ou même très corrects peuvent se retrouver dans des difficultés financières du fait des troubles de leur enfant. Parce qu'il y a un grand nombre de professionnels de santé qui ne sont pas pris en charge, à part l'orthophoniste, en fait, les autres professionnels de santé ne sont pas remboursés, parce qu'ils achètent aussi des outils à droite à gauche, parce que dans une famille sur deux, il y a une personne, un parent, qui adapte son temps de travail, voire qui arrête de travailler. Donc c'est aussi des baisses de revenus. Donc voilà, tout ça pour dire que cette problématique financière, on les a vraiment en tête. On a à cœur de faire en sorte de proposer à tout le monde d'avoir accès aux résultats de nos recherches. Donc, la première fois qu'on a commencé à mettre à disposition nos outils, c'était en passant exclusivement par des partenariats. On a cherché des tiers payeurs, donc par exemple des complémentaires santé ou des employeurs. Pour être tout à fait honnête, c'est assez long de mettre en place des partenariats avec ce type d'acteurs, vous imaginez. Et on avait quand même beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes. On avait plusieurs milliers de familles sur nos listes d'attente qui nous disaient, écoutez, votre démarche de partenariat, c'est super, mais bon, nous, notre mutuelle ou notre employeur n'est pas encore partenaire avec vous. C'est maintenant que j'aimerais utiliser Poppins pour mon enfant. On cherche des choses, on a besoin d'essayer des choses et on veut bien payer. Donc, on a fini, entre guillemets, par céder à la pression. Donc, c'est vrai que l'outil est maintenant en libre accès pour les familles sur notre site internet ou directement sur les stores et les familles peuvent s'inscrire et payer. Alors, c'est environ 30 € par mois en moyenne en fonction de la durée d'accompagnement que les familles vont choisir. Mais surtout, en parallèle de cette mise à disposition en direct, premièrement, on continue notre démarche de partenaire. On continue d'aller chercher des nouveaux tiers payeurs pour proposer à de plus en plus de familles d'avoir des solutions de financement. Deuxièmement, dès le premier jour où on a proposé Poppins payant aux familles, on a aussi proposé un dispositif solidaire. C'est-à-dire que les familles qui sont à la complémentaire santé solidaire ne payent pas. Elles s'inscrivent directement chez nous dans un parcours solidaire que nous prenons en charge directement. Et enfin, le troisième volet de notre combat pour l'accessibilité, c'est la prise en charge par l'assurance maladie. C'est notre combat depuis le début. C'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche clinique. Déjà, c'est pour prouver que ce qu'on fait est utile et que c'est pas juste ludique. Mais aussi, on a besoin de ces résultats d'études pour démontrer l'impact positif dans les parcours de soins et pour aller demander une prise en charge par l'assurance maladie. On espère que ce sera le cas à partir de 2025. On a déjà eu des rencontres avec la HAS. On est en train de déposer un dossier dans ce cadre. Eh bien, je vous le souhaite. Merci Élodie et à bientôt. Merci à vous. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.